Olivier Teul, vous avez-vous le sentiment que là, on a un duopole qui s'installe, Amazon contre Alibaba, et quand on est un acteur historique, on trouve sa place comment au milieu? On les laisse jouer ensemble et il y a la Champions League et il y a la Ligue 2, ou on se dit on a justement une place à jouer? Non, on se dit que, bonsoir. On se dit clairement qu'on a une place à jouer. Après, on la joue pas sur tous les championnats en fait. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir la première place sur le championnat qui compte. Et nous, en l'occurrence, on a un certain nombre de catégories qui sont nos catégories historiques, sur lesquelles on se différencie. On s'est inventé comme ça. Et Fnac et Darty sont nés à peu près il y a 60 ans en réinventant le commerce autour du service. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de se réinventer autour du service en jouant sur nos atouts, nos réseaux de magasins, nos collaborateurs, 25 000 personnes, et notre couverture du territoire, puisqu'on a plus de 700 magasins en Europe, et puis une supply chain aussi qui s'est modernisée de manière à pouvoir offrir le meilleur des deux mondes, capacité à avoir des services digitaux, à commander en ligne, et puis à pouvoir retirer un produit chez soi, en magasin, différemment, en fonction de ses envies. Donc en fait, pour répondre à votre question, notre ambition, c'est de gagner le championnat sur les catégories dont on s'occupe. Oui. Avec cette proximité qui finalement est une clé, c'est-à-dire l'ancrage. Vous parliez finalement de marques qui se sont créées pendant les 30 Glorieuses, qui sont inscrites dans l'imaginaire, dans l'affectif des clients et des Français. Et puis une proximité, c'est ça, parce que lorsqu'une Fnac s'implante quelque part, forcément c'est un événement local, tout comme... Exactement, la proximité c'est absolument décisif. Et deux exemples. Un exemple avec Fnac, c'est effectivement le rôle des Fnac sur les territoires. Et quand on ouvre des Fnac, maintenant on a beaucoup en modèle franchise, mais c'est des lieux c'est des espaces culturels en réalité. On se souvient tous de la pub d'il y a quelques années avec ces jeunes qui viennent lire des BD dans les Fnac. Et donc, il y a toute une animation culturelle qui passe autour des Fnac. Et d'ailleurs, on développe nos ventes en ligne dans les zones où on implante des magasins. Donc, c'est des points d'appui très importants pour le développement de la part de marché sur Internet. Ça, c'est le premier exemple, c'est l'exemple avec Fnac. Et avec Darty, il y a un autre exemple qui est très frappant. C'est finalement, aujourd'hui, réfléchissez, quelles sont les marques que vous laissez rentrer chez vous? Il y a EDF quand ils viennent relever le compteur, et puis il y a Darty quand ils vous livrent la machine à laver. Et donc, il y a une force liée à cette proximité, le livreur Darty ou le réparateur Darty. Et donc, voilà, on modernise ça. Donc, maintenant, vous pouvez vous faire livrer une machine à laver le jour même si vous êtes en région parisienne, à J+1 dans le reste de la France. Si vous avez un problème, il y a un réparateur qui viendra avec les bonnes pièces détachées extrêmement efficacement parce qu'on a toute une supply chain adaptée là-dedans. Donc, voilà, notre ambition, c'est de gagner le championnat du service sur nos marchés. Si on revient dans le cœur du métier, c'est-à-dire finalement les magasins physiques, la livraison de produits, le service à la clientèle, vous voyez comment évoluer cette architecture des magasins et des entrepôts? On va vers des entrepôts géants à la Amazon comme on les annonce, ou Alibaba aussi a fait une annonce récemment en France d'implantation de grands entrepôts, ou vers des petites structures à proximité du client, qui peuvent être les magasins déjà existants. C'est difficile de répondre comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de cas différents. C'est sûr que quand on est un nouvel entrant qui est que e-commerçant, on a tendance à rechercher des grandes surfaces pour poser un peu son porte-avions dans une nouvelle géographie. Après, des gens comme nous qui avons déjà des entrepôts qui servent les magasins, qui servaient historiquement les magasins, des entrepôts qui font plutôt les commandes Internet, qui avaient une problématique de click and collect très importante. Vous savez, pour un groupe aujourd'hui comme Fnac Darty, 47% du chiffre d'affaires Internet, il est retiré en magasin, où il y a un lien très fort avec le magasin. Donc c'est ce modèle omnicanal, 50% du chiffre d'affaires Internet. Donc c'est une combinaison de tout ça. Et nous, effectivement, nos atouts là-dedans, c'est que on a notre réseau de magasins, on a notre plan de transport, on a ces fameux livreurs et ces réparateurs avec ces bases techniques, ces centres de services à travers le territoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le sujet, et je crois que ça fait écho à une des questions tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on va devenir très, très agile, plus agile, encore plus agile. Oui. Et être capable de s'adapter aux innovations, au rythme d'innovation qui s'accélère, et donc de migrer d'un modèle à un certain moment qui était basé sur les entrepôts à un modèle où il y a un travail plus collaboratif avec le magasin et de pouvoir s'adapter très rapidement. Ce que vous nous décrivez là, c'est l'avenir finalement des grandes surfaces, des grands magasins, des galeries marchandes, c'est-à-dire que ça puisse être finalement
un peu des magasins physiques, mais aussi et d'abord des bases arrières d'entrepôts? Je ne m'aventurerai pas à répondre sur l'avenir des grands magasins, des hypermarchés ou des galeries marchandes. En ce qui nous concerne, le magasin, c'est un lieu où on a un conseil. C'est un lieu de mise en avant d'innovation, puisqu'on a des partenariats très forts avec des marques qui présentent des innovations. Et même si les écrans font beaucoup de progrès, etc., si vous voulez présenter, je ne sais pas, un Devialet ou un magnifique téléviseur, un Dyson, c'est quand même mieux en magasin que sur un écran de smartphone. Avec un tutoriel, donc, oui, c'est sûr. Le magasin a ce rôle-là, et puis c'est là aussi le magasin a un autre rôle, c'est là où vous venez prendre un conseil de quelqu'un en qui vous avez confiance. Et donc, ça, c'est le point d'ancrage. Et puis après, il peut jouer un rôle de point de départ pour un produit. Vous savez, on offre déjà une livraison en 2 heures chrono à travers le pays. Et donc là, c'est quelque part un livreur qui vient récupérer dans nos stocks et qui livre autour de vous. Donc, il y a, je dirais, toute cette... ce qu'il faut, c'est avoir une palette de services et la bonne souplesse entre les entrepôts qui, eux, sont capables de produire des colis et de délivrer des services de façon industrielle. Et puis le magasin doit être capable de faire ça aussi, mais pas que, parce que si vous allez dans un magasin et que vous louez un service, mais que le type vous dit « bah non, je fais un colis pour le machin », c'est aussi problématique. Donc il faut avoir l'intégralité des modes de service possibles. Olivier Teul, sur la perspective du marché et des acteurs, on voit donc là Alibaba et Amazon également, mais on voit aussi des deals qui se créent entre ces géants-là et des acteurs historiques. Je parlais tout à l'heure d'Alibaba avec Auchan ou d'Amazon avec Casino. Vous imaginez, vous, qu'à l'avenir, il va y avoir cette concentration-là, qu'une Fnac Darty va avoir, si elle veut résister, une taille critique à obtenir en s'adossant à d'autres géants du e-commerce pour s'en sortir? Je crois qu'il y a une problématique qui est propre à des verticales, en fait. Donc là, on voit que l'alimentaire est un peu le terrain de bataille. Après, nous, dans nos métiers, on est archi-leader en part de marché sur nos catégories. On bénéficie aujourd'hui d'un actif permettant d'opérer le service, que ce soit la livraison, que ce soit le SAV, que ce soit le conseil, etc., qui est unique et qui nous suffit pour continuer là et pour gagner des parts de marché. Donc qui nous permet de rendre nos objectifs, d'être le champion dans le service dans les années qui viennent. Après, à la vitesse où ça va, je serais bien un aventureux de faire plus de paris. Après, si on regarde d'autres marchés, on voit aussi aux États-Unis, par exemple, que Best Buy, il s'est posé. Et puis maintenant, il se regarde un peu en chien de faïence avec Amazon. On dit un mot des data et de l'intelligence artificielle parce que c'est évidemment un sujet important dans l'avenir du marché de la supply chain, du e-commerce et d'Alibaba, Amazon et autres. Peut-être Olivier Teul, vous, comment est-ce que vous voyez justement l'apport ou le risque qu'il peut y avoir avec cette maîtrise de l'intelligence artificielle et des data pour améliorer le service ou fliquer le consommateur? Là, il y a plusieurs niveaux. Il y a, en tant que citoyen européen, je suis sensible un peu aux initiatives. On a vu là récemment un rapport parlementaire, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet de souveraineté pour l'Europe là-dedans. Moi, je suis je devais donner des opinions personnelles assez fervent européen, donc je trouve qu'on a peut-être raté à certains moments des choses à ce niveau-là et que la bataille se joue vraiment au niveau de l'Europe et qu'on aura beaucoup de mal avec nos petits bras à l'échelle française. Donc en tant que citoyen, un vrai sujet de liberté, de souveraineté, etc. Après, nous, en tant qu'entreprise, il faut on n'a pas la puissance pour faire tout ça tout seul, et donc on essaye de s'allier soit avec des boîtes innovantes, soit avec certains des acteurs pour se mettre au niveau sur ces sujets-là. Dernier exemple en date, on a fait un partenariat avec Google pour être une des premières marques en Europe qui fera du transactionnel via l'assistant de Google. Donc vous voyez, on a des alliances sélectives pour offrir le niveau de service qu'attendent les clients. On utilise beaucoup les data déjà pour pouvoir répondre, anticiper, faire presque même de la maintenance prédictive chez Fnac Darty pour essayer de rendre un service client plus efficace.
On essaye de... Oui, on a des challenges très importants. On a une évolution très forte du mix de livraison. On a une déformation de la consommation aussi. Là, on a vu aujourd'hui, fin d'année dernière, le Black Friday qui a pris une ampleur colossale. Donc on a des transformations très rapides. Et donc il faut, si on ne veut pas être débordé ou complètement se rater, il faut qu'on utilise au mieux tous les signaux faibles qu'on a et toutes les datas disponibles pour adapter, préparer la supply chain et puis aussi offrir de l'interactivité, parce que ce qui est important aussi, c'est que maintenant on doit être capable d'offrir de l'interactivité et plus de précision aussi aux clients. Vous voyez, le standard dans la livraison de la machine à laver ou de la télévision, historiquement, on était vraiment les meilleurs de France ou les meilleurs d'Europe si on était capable de vous dire je viendrai mardi matin. Maintenant, avec tout ce que vous avez sur vos applis, etc., les habitudes que vous avez prises avec Uber & Co., il faut être capable de donner un créneau beaucoup plus fin et puis de donner une information en temps réel. Donc le niveau d'exigence change et l'utilisation de la donnée doit aller avec. Et il y a aussi des demandes des clients, des consommateurs par rapport à l'obsolescence programmée sur des produits comme ceux que propose la Fnac ou que propose Darty. J'imagine que de pouvoir anticiper, rendre un service par rapport à une panne potentielle, etc., c'est un service client qui permet d'être là, de valoriser la marque par rapport à ce sentiment de machines à laver qui font plus au-delà de 3 ans et d'appareils électroménagers qui lâchent trop rapidement. L'ADN historique est c'est le contrat de confiance. C'est le contrat de confiance, voilà. Oui. On l'a pas répété. Et donc, Darty, sa force, son savoir-faire, c'est effectivement de vous garantir votre produit et puis avec éventuellement des extensions de garantie et puis de vous le réparer très efficacement. Donc nous on est là pour ça, et vous avez en général un technicien qui vient très très vite vous réparer, qui va vous amener votre machine le plus loin possible. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement on voit émerger via la donnée justement tout un tas de choses où on pourra mieux anticiper. Et donc, à la limite, le technicien, un peu comme dans ce dont on parlait tout à l'heure dans les magasins, on peut imaginer qu'un jour, il viendra presque proactivement parce qu'il saura qu'il faut changer une pièce. Et c'est ça qui permettra de faire durer plus longtemps la machine à laver, parce qu'on aura reçu les signaux via la donnée que la machine, elle a une défaillance. Donc ça, où sera la machine elle-même qui donnera le signal. Je vais mal, venez vous occuper de moi. C'est en train d'émerger tout ça. Il y a les marques, il y a nous, il y a beaucoup de... En guise de conclusion, face à cette table ronde, là, autour de à la fois l'omniprésence de ces deux géants que sont Alibaba et Amazon sur votre secteur et la puissance du e-commerce, vous vous sentez-vous un acteur là où vous êtes, à la taille où vous êtes, en bonne position, où il faut aller gagner, Fnac, Darty, des positions aussi à l'international pour pouvoir exister correctement? Non, on n'a pas de... Notre stratégie, c'est vraiment de défendre nos positions sur nos marchés ou de les renforcer sur les géographies où on est. Donc aujourd'hui, c'est, on va dire, la France et puis Benelux. C'est 500 magasins en France et 200 à l'étranger. Voilà, 200 à l'étranger. Donc pour répondre à notre question, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être le champion du service dans nos catégories, dans nos géographies. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, Sébastien Badeau, directeur général d'Alibaba France, Olivier Teul, directeur des opérations de la Fnac Darty.